Télémona. Avant la dernière fête nationale du 20 mai, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a organisé un village de l'unité et de l'intégration nationale au Musée national de Yaoundé. Parmi les stands, un en particulier s'est fait remarquer. C'est le quartier de la diaspora où était documenté le dynamisme, le savoir-faire et le potentiel économique des Camerounais de l'étranger. Vous avez, comme je le disais, l'espace consacré à la diaspora qui, cette année, ont décidé de véritablement se mobiliser pour venir apporter leur contribution au développement du pays. C'est dire que l'appel du chef de l'État en faveur, n'est-ce pas, cette diaspora est de plus en plus écouté, sans d'autant plus qu'au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le président a consacré la mise en place du FOGA Jeune, le fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs, avec un guichet spécial pour la diaspora. La diaspora s'affirme comme une composante essentielle des forces vives de la nation avec laquelle il faudra compter. Et c'est modestement cette contribution que nous apportons et nous demandons davantage. Nous ne pouvons pas que contribuer, nous voulons aussi un certain accompagnement de l'État au plus haut niveau qui nous faciliterait nos mouvements. Et donc c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que nous allons défiler le 20 mai et nous avons au moins 180 personnes qui viennent de l'extérieur. Et vous voyez, ce n'est que l'amour de la patrie qui peut faire en sorte que, en pareilles circonstances, qu'on laisse tout ce qu'on a à faire et qu'on vienne donner un tout petit peu à notre mère patrie. Au stand des Rédéos, rencontres d'échanges, d'exhibitions et de développement de la région de l'Ouest, la diaspora est couverte d'éloges flatteurs. Vous savez, ce sont des personnes très capées. La diaspora de la région de l'Ouest, c'est des personnes très outillées. Ils ont fait des études, ils sont une diaspora qualitative et même quantitative sur laquelle nous pouvons justement nous appuyer pour impulser le développement. Et le président de la région, le Dr Ilef Fouka, a pensé qu'il était bon que nous fassions avec elle, cette diaspora. Et puis vous savez, il y a un maxime africain qui dit qu'avec une seule main, on ne peut pas attacher un fagot de bois. Donc il est donc important que nous agissions sur un pan de coopération régionale et internationale. Et bien entendu, la diaspora est donc le faire-valoir de cette coopération. Depuis leur lancement en 2023, ces rencontres ont progressivement consolidé leur position dans le paysage événementiel camerounais. La particularité des Rédéos 2026 se structure autour de la thématique centrale qui constitue donc la trame opérationnelle de cette édition 2026. Nous parlons cette année de transformer la région de l'Ouest, la plus belle des régions. Et donc, comment transformer la région de l'Ouest? Il faut dire que nous avons déjà eu à structurer des pensées qui ont pu mettre sur pied un cadre opérationnel qui nous permet aujourd'hui d'amorcer véritablement et de manière pratique, et cette fois-ci plus théorique, la transformation de la région de l'Ouest avec un fonds
avoir un fonds d'investissement que nous avons déjà mis sur pied à l'édition précédente, qui nous permettent donc cette fois-ci de mesurer de manière opérationnelle nos actions sur le terrain. Les REDEO 2026 s'annoncent comme un rendez-vous majeur de transformation économique de la région. Et la transformation structurelle, pour le dire tout simplement, ça se base sur 4 piliers essentiels. Le premier pilier essentiel de la transformation structurelle, c'est déjà la valorisation ou alors la promotion des valeurs structurelles au niveau économique, social et même culturel au niveau local. Faut dire qu'il faut donc valoriser les filières à fort potentiel de croissance économique, telles la filière bovine. Vous avez donc les produits forestiers non lignés qu'on retrouve dans la région de l'Ouest. Vous avez aussi la zone de Koutaba, enfin dans le Grand Noun, le département du Noun. On sait que c'est une terre très arable pour la production des produits tels que la tomate. Et le deuxième pilier, cette fois-ci, nous parlons ici de la valorisation ou alors le renforcement des investissements au niveau local, tant sur le plan national qu'international, avec des investisseurs que nous rencontrons à chaque édition pour leur présenter ce qu'il y a de mieux comme intrant, ce qu'il y a de mieux comme plateforme de valorisation, ce qu'il y a de mieux comme étant des richesses culturelles, des richesses culturelles et même économiques à faire valoir et qui méritent un investissement. Le troisième pilier, c'est la valorisation des potentiels culturels, sociaux et même économiques dans la région de l'Ouest. Le quatrième pilier, c'est le renforcement de la coopération interrégionale et même internationale avec nos partenaires institutionnels, tant sur l'échiquier national qu'à l'international. Les organisateurs ambitionnent de faire des REDEO un véritable hub régional d'opportunités économiques capable de transformer les projets locaux en réalisations concrètes. Plus de 250 000 visiteurs, 25 pays et 350 exposants sont attendus pour cette grande rencontre prévue du 12 au 22 novembre 2026 au stade de Toket à Bafoussam. L'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, qui forme les diplomates, a accueilli récemment la première édition du Festival international de la gastronomie en milieu diplomatique, avec comme thème principal « Gastronomie camerounaise entre affirmation et projection sur la scène internationale ». Les discours lors de la cérémonie d'ouverture ou encore les interventions pendant les panels qui ont suivi ont tous souligné la grande richesse de la cuisine camerounaise qui vient de la diversité de ses aires culturelles. Notre pays possède une diversité culinaire qui reflète admirablement la pluralité de ses aires culturelles, de ses écosystèmes, de ses traditions et de ses communautés humaines. La cuisine est devenue un puissant instrument de diplomatie culturelle et de soft power. Plusieurs grandes nations ont compris qu'à travers leurs traditions culinaires, elles pouvaient renforcer leur image, promouvoir leur attractivité et créer une proximité émotionnelle avec les autres peuples. Un repas partagé peut parfois ouvrir des perspectives de coopération plus efficacement qu'un long protocole diplomatique. La gastronomie crée un langage de confiance, de convivialité, de respect mutuel. L'organisation de ce festival au sein de notre institut revêt également une dimension pédagogique et intellectuelle majeure. Nos étudiants peuvent comprendre que les relations internationales contemporaines ne s'analysent plus uniquement sous l'angle des rapports de force, politiques ou économiques. Elles impliquent désormais la compréhension des dynamiques culturelles,
identitaire et symbolique qui structure les interactions entre les sociétés. Pour le représentant du ministre des Arts et de la Culture qui présidait la cérémonie, la gastronomie est à la fois un instrument de diplomatie culturelle, un levier économique et un atout politique. Chaque plat, chaque mets raconte une histoire. Chaque saveur exprime une identité. Chaque recette témoigne d'un héritage transmis de génération en génération. En réunissant ici les différents acteurs de la culture et de la formation, les institutions partenaires à cet événement, nous affirmons, à l'instar du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui ne cesse d'encourager et de promouvoir une diversité culturelle intégratrice et non discriminante. Nous affirmons que la culture, et plus encore la gastronomie, est un langage universel. Elle favorise la compréhension mutuelle et contribue à la paix durable. Le chef de cuisine de l'IRIC, qui a initié ce festival, insiste sur la formation des ressources humaines dans le domaine de la gastronomie. Je souhaiterais que dans notre institution, qu'on puisse avoir cette filière qui est l'hôtellerie en milieu diplomatique, à l'IRIC particulièrement, et que les écoles de formation puissent mettre de la valeur de ce que nous devons représenter, surtout nos jeunes qui sont dans les écoles de formation, que les centres de formation s'appuient au niveau de l'État pour que l'État donne les moyens à ces centres afin que nos jeunes qui viennent après nous, qui puissent être des hôteliers qui vont représenter le Cameroun de demain, afin que la restauration, l'hôtellerie, le tourisme en général du Cameroun soit exploré dans le monde entier et que dans les administrations diplomatiques, étatiques, partout où le Cameroun serait représenté, qu'on puisse présenter les mains camerounais, surtout les mains camerounais, que les mains camerounais soient mises en avant. La diplomatie camerounaise a bien compris l'intérêt du pays à mettre sa riche cuisine au service de son rayonnement dans le monde, la gastronomie pouvant être considérée comme levier de diplomatie d'influence et d'attractivité touristique, positionnant le Cameroun comme destination gastronomique internationale. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est ouvert et on voit que les États font de grandes choses avec leur cuisine. Et pas seulement les pays, même des particuliers et autres. Et avec tout le potentiel que nous avons au Cameroun, on peut faire mieux. Notre pays a la réputation d'être un pays où il y a beaucoup à manger. Et bien avec la nourriture, aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus seulement de se nourrir et de satisfaire ses besoins physiologiques, mais il y a également un enjeu d'influence, de rayonnement international, de croissance, de développement économique. Et il faut donc qu'on voit, qu'on réfléchisse et qu'on propose à ceux qui ont le pouvoir de décision des stratégies pour que la cuisine, l'alimentation, la gastronomie plus précisément, ait vraiment un impact considérable dans les stratégies de développement du Cameroun. Lors de son intervention, Loveline Tayou Mechoum, qui anime le festival de poissons d'Ema Lassoué, a partagé avec les chefs de cuisine, les diplomates et les institutionnels présents un vibrant plaidoyer pour que le Cameroun, né de la mer, s'approprie une trilogie unique au monde, histoire, culture, économie, pour créer de la croissance et de la puissance. Le Cameroun est le seul pays au monde qui porte le nom d'un aliment, notamment pour nous, de la crevette. Ça veut dire que nous sommes assis sur une identité de produits de mer, sur une identité de produits halieutiques qui peut donc constituer le socle d'un récit national en direction des touristes, en direction de l'impact socio-économique et culturel qu'on veut avoir à travers le monde. On doit mettre cet atout-là au service de l'influence du pays pour créer de la croissance. Pour sortir de ce sujet par des résolutions concrètes, Loveline demande que les chefs de cuisine soient reconnus
comme des acteurs de politique étrangère à part entière, au même titre que les diplomates de carrière. Qu'ils soient soutenus en termes de financement, de visibilité et d'accès au réseau diplomatique camerounais à l'étranger, et enfin que les recettes, les techniques et les histoires de la cuisine camerounaise soient documentées pour constituer un corpus de patrimoine culinaire vivant avant qu'il ne se perde. Les visages bien connus des milieux de l'hôtellerie et du tourisme du Cameroun sont réunis à Douala autour d'un sujet qui passionne de plus en plus et qui devrait être pris très au sérieux par les décideurs. La gastronomie au service de la diplomatie. Le thème pourrait, a priori, faire sourire. Mais dès qu'on y regarde de plus près, cela devient évident que le Cameroun est passé à côté de sa politique en matière de tourisme. Je crois que c'est les mêmes pays. C'est comme un jeu de chaises musicales. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Ce tableau nous présente les pays qui ont attiré le plus grand nombre de touristes en 2019 dans le monde. En très bonne place, comme vous pouvez le voir, France, Espagne, États-Unis, Chine, Italie, Mexique, Turquie, Thaïlande. Ces pays ont tous un point en commun. Leur gastronomie est réputée à l'échelle de la planète. En 2026, ce sont sensiblement les mêmes. Ils déploient au quotidien des moyens importants pour continuer à vendre leur destination. Si les professionnels des métiers de l'hôtellerie et du tourisme sont invités au Lewat Hotel de Douala, c'est pour une communication autour de cette thématique qui inspire un livre à Serge Lemana Oyono. Mondialisation des goûts et gastropolitique au sud du Sahara, impacts et enjeux pour la gastronomie camerounaise. Un constat aussi, c'est que cette mondialisation des goûts, donc, comme vous pouvez le deviner, elle ne profite pas suffisamment à l'Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le monde est en guerre culinaire. Qu'est-ce que j'entends ici par guerre culinaire? C'est une lutte dans laquelle chaque acteur veut imposer, mettre en avant ses idées diététiques, ses conceptions culinaires, veut mettre en avant son modèle alimentaire. Il y a cette lutte-là sur la scène internationale. Et vous verrez que des États déploient ce que je qualifie ici des missiles balistiques intercontinentaux, entre guillemets. Vous savez que quand on projette un missile, si on le projette depuis les États-Unis et qu'il atterrit au Cameroun, il fait des victimes au Cameroun. Et bien c'est ce qui se passe avec les firmes agroalimentaires occidentales. C'est-à-dire que prenez le cas comme une firme comme Nestlé. Dans mon village, les gens déjà ont produit Nestlé dorénavant. Ils ont abandonné leur brûle. Ils ont abandonné parce qu'ils estiment que c'est un signe de modernité. Et eux, ils ne vont pas rester à la marge de la modernité. Donc Nestlé se comporte comme un peu l'effet d'un missile balistique intercontinental. C'est-à-dire, la Suisse le projette depuis la Suisse et ça vient, ça nous retrouve ici, jusqu'au fin fond de nos villages. Donc, le Cameroun est donc... L'ouvrage propose qu'au Cameroun, le Cameroun devienne une véritable destination touristique. C'est-à-dire, je vous ai parlé des philosophies alimentaires, qu'un consommateur halal se retrouve au Cameroun. Cachère, végétarien, un consommateur, un adepte de régime alimentaire sans gluten, sans lactose. Que le Cameroun se construise une image de pays qui peut satisfaire tout le monde. Et c'est ça qui va attirer les touristes gastronomiques du monde entier. Et c'est comme ça que la gastronomie va donc tirer l'économie. Mais il y a également les élevages dont je parlais. Je vous ai dit que les insectes, c'est l'alimentation de demain. Le Cameroun ne pratique les élevages que de chenilles et de vers blancs. On a les criquets, on a les sauterelles, tout ça. Il faut que nous nouons un partenariat avec des pays comme la Chine pour nous apprendre les élevages de cet autre type de ressources entomophagiques comestibles. Et ça fait qu'on n'aura plus ou on aura de moins en moins de jeunes qui sont dans les quartiers à ne rien faire. La gastronomie leur offre une opportunité d'emploi et de s'occuper à travers les élevages. Et si on les vulgarise, par exemple, pour ce qui est des insectes, à tous ces types d'insectes-là,
on aura une jeunesse qui contribue et qui a un impact dans le développement et le rayonnement de son pays. La façon de faire la gastro-diplomatie. Serge Lemana-Oyono profite de la dédicace de son ouvrage pour aborder avec les chefs des restaurants parmi les plus connus de Douala tous les aspects qui pourraient aider le Cameroun à jouer dans la cour des grands en matière de gastronomie. Si la volonté politique est un facteur déterminant, il est également question que les futurs chefs de cuisine, et même ceux en activité, s'approprient ce combat. Dans la salle, en effet, se trouvent les étudiants des métiers de l'hôtellerie et du tourisme, les professionnels du secteur, les diplomates et même les responsables du syndicat patronal des industries de l'hôtellerie et du tourisme. Le SPIT qui est présent donc, cet après-midi à travers l'ASG, le secrétaire permanent, M. Bertrand Bilbao, et moi-même, directeur exécutif de cette institution, on va vous soutenir. C'est pour ça qu'on vous a invité à Créby, c'est pour ça qu'on vous invitera à Bafoussam pour le prochain PDBN, parce qu'il me semble que vous devez parler de manière insistante des solutions que vous apportez pour que le Cameroun, effectivement, puisse rayonner à l'étranger en dehors du football. La gastronomie étant un élément aujourd'hui très important avec des aliments dans des biotopes que nous seuls avons ici au Cameroun en tant que continent, comme on aime souvent à le dire. Les échanges qui concourent à parfaire la compréhension des uns et des autres. Il y a des sommets, par exemple. Les décideurs doivent travailler en étroite collaboration avec les chefs pour promouvoir nos gastronomies. Les décideurs sont dans le cadre de la gastropolitique, la gastrodiplomatie. Les chefs, ils sont dans le cadre un peu plus concret. Alors, c'est de là qu'on doit impulser de nouvelles dynamiques. Comme je le disais, ouvrons-nous déjà au monde. Créons des lieux de restauration qui répondent aux façons de manger qu'on retrouve sur la scène internationale aujourd'hui. Que le Cameroun soit ce pays, je peux dire, branché, ouvert au monde, qui donne à manger autant aux consommateurs halal qu'aux cachers, qu'aux végétariens, qu'à ceux qui mangent sans lactose, qu'à ceux qui mangent sans gluten. Mettons ce type d'argument en avant que la gastronomie camerounaise, si vous consommez sans lactose, il y a des ingrédients au Cameroun, les voilà. Si vous êtes sans gluten, voilà. Si vous êtes halal, ça commence par là, sur le territoire national. Et on le fait avec des ingrédients camerounais. Parce qu'on peut faire cette gastronomie ouverte au monde à partir de nos ingrédients. Si les gens impulsent cette dynamique-là, et qu'on prend conscience de l'importance de privilégier d'abord nos façons de manger. Je dis dans le livre que le premier enjeu de souveraineté alimentaire, c'est les céréales. Parce que les céréales sont les aliments les plus consommés au monde. Vous voyez que la Russie aujourd'hui s'impose au monde par ces céréales. C'est en ça qu'elle a une puissance gastrodiplomatique. Dieu ou la nature nous a donné nos céréales. Il a très bien fait les choses de créateur. En Afrique subsaharienne, il a mis le mil, le sorgho, le fonio et bien d'autres, comme nos céréales. Mais nous, les Africains, nous refusons de les consommer. Nous estimons que ce n'est pas bien. Or, les chefs peuvent travailler sur la présentation esthétique du mil dans une assiette. C'est-à-dire, vous avez vu une école d'hôtellerie ici a dit qu'on leur impose parfois des programmes. Il faut déjà qu'au niveau des programmes, les programmes aient une orientation de promotion des contenus locaux d'abord, même si on peut s'intéresser à ce qui se fait ailleurs aussi. L'ouvrage de Serge Lemana-Oyono s'adresse donc à tout le monde. Et les professionnels farouches défenseurs de la gastronomie camerounaise s'y retrouvent forcément. Disons que c'est un prolongement naturel. Parce que lorsqu'on parle d'influence gastronomique, on parle déjà d'une excellente connaissance de son patrimoine. Et vous savez que chez Ndemala-Soué, c'est le combat. La carte Poisson 237 dit patrimoine halieutique et création culinaire autour du poisson 237. Ça veut dire qu'il faut déjà connaître quelles sont les espèces halieutiques qu'on a. Là, on est dans le cadre du poisson. Et c'est un cadre qui concerne le profil qu'il a identifié en mangeur bleu. Est-ce que nous avons une carte de notre patrimoine poisson? Non, c'est un travail à faire. Maintenant, lorsqu'on est dans les restaurants, qu'est-ce que les cartes nous présentent? Vous pouvez faire le test, même dans la structure qui nous accueille. Peut-être Sol Meunier, Basquez, Dan de Baracuna et c'est tout. Où sont les missondas? Où sont nos escargots? Où sont nos... Vous voyez que
tout ce qu'on sait, qu'on a comme richesse, ne se retrouve pas sur les cartes et on perd beaucoup en créativité au plan économique. Donc je pense que c'est vraiment deux projets qui se rencontrent. Nous, du côté d'une animation d'une filière qui est la filière poisson, mais lui d'un côté très généraliste et plus puissant, parce qu'il s'agit effectivement d'une influence à avoir à l'étranger. Comment vous vous sentez quand vous apprenez que des gens viennent visiter le Cameroun avec leur nourriture dans le sac, avec tout ce que la nature nous a donné, tout ce qu'on a. Donc nous ne sommes pas organisés et nous devons nous mettre au travail pour rectifier le tir. Mondialisation des goûts et gastropolitique au sud du Sahara, impacts et enjeux pour la gastronomie camerounaise. L'ouvrage de Serge Lemana Oyono devrait trouver une place importante dans nos bibliothèques et parler à nos décideurs qui, finalement, sont invités à copier ce qui se passe ailleurs pour tirer grand profit des atouts de la gastronomie camerounaise qui devrait, in fine, devenir une arme diplomatique puissante. Les consommateurs ont pris longue avec cette marque qui a récemment remporté de grands prix à l'international. La reconnaissance d'un travailleur acharné qui a passé le clair de sa vie au service du café. Le café cristal, c'est trois variétés de café. Il y a le 100% Arabica. Le 100% Arabica, c'est plein d'arômes. C'est un café doux. C'est un café subtil. C'est un café dont les enfants de 12 ans peuvent boire, les femmes grosses peuvent boire, les femmes enceintes peuvent boire, les diabétiques de type 2 peuvent boire le 100% Arabica. Par contre, le 70-30, dans le 70-30, il y a d'abord 70% de café Arabica et 30% de Robusta. C'est la norme internationale. C'est fait pour les adultes. Et dans le Robusta, en fait, le Robusta apporte la force dans le café. Le Robusta donne de la vigueur dans le café. Mais on ne doit pas consommer du Robusta au-delà de 50%. Sinon, ça peut détruire les veines. Chaque matin, je prends une tasse de café ici. Et le soir, avant de dormir, je prends une tasse de café cristal. C'est la boisson la plus consommée dans le monde. Et j'invite tous les Camerounais à consommer ce produit qui a 14 types de vertus, y compris le traitement du cancer, y compris le traitement des maladies digestives comme l'Alzheimer, y compris le diabète de type 2. Donc c'est un médicament. C'est en fait c'est un coupe-faim. C'est un produit diurétique. Donc même à 2 h le matin, quand vous avez fini de manger, vous le prenez, vous le digérez. Et normalement, il ne diminue la pression artérielle. Voilà ce que les deux produits qu'il nous faut. Consommer du café a des vertus certaines. C'est un bon booster pour démarrer la journée, évidemment, mais aussi une boisson qui concourt à notre bien-être au quotidien. Le Cameroun est grand producteur de café et pourtant, la consommation du café moulu semble être un luxe pour l'immense majorité d'entre nous. Je dois dire que, en fait, c'est une curiosité personnelle parce que je prenais d'abord le café en sachet et je suis venu ici, j'ai découvert ce café moulu et son arôme, il est vraiment fantastique et puis les bienfaits sont inestimables, comme je vous l'ai dit, et des personnes retraitées comme nous, lorsque nous prenons, nous ressentons être encore bien jeunes. Ceux qui nous regardent, en effet, nous on les conseille, le café est bon pour la santé. Oui, parce que c'est un bon antioxydant et c'est un brûleur de graisse.
Oui, on conseille ça et ça combat la fatigue. C'est bien de se déstresser avant d'aller au bureau. Une anomalie que voudrait rectifier un homme, grand amoureux de café et détenteur d'une marque plusieurs fois primée, le Café Cristal. Il a créé un coin de dégustation très couru à Bafoussam, capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Ici, la consommation du café Cristal a cessé depuis très longtemps d'être juste une question de patriotisme économique pour devenir un choix de qualité de vie pour les consommateurs nombreux qui se bousculent ici au quotidien. Le travail de ce torréfacteur qualifié lui vaut naturellement de nombreuses récompenses et des distinctions, fruit d'un travail acharné au service du bien-être de ses compatriotes. Nous avons été en 2022 le meilleur torréfacteur africain du café torréfié d'origine. Et c'est ça la distinction qui nous a été donnée en tant que meilleur torréfacteur de café arabica d'Afrique. En 2023, nous avons eu le deuxième prix en ce qui concerne le café arabica. Et par rapport à cette distinction, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises nous a gratifié des fonds, en fait, à renforcer nos capacités de production de l'ordre de 50 millions de francs CFA. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais nous a aidés à nous mettre à la page en ce qui concerne les torréfacteurs de premier plan. La reconnaissance quasi unanime de la qualité et des vertus du café Cristal, que ce soit au Cameroun ou à l'international, est la résultante de plusieurs facteurs. Une torréfaction mettant en valeur l'arôme, le goût et les valeurs tonifiantes de cette boisson chaude. D'accord. Vous avez vu dessus. Tout le monde bien. L'expérience de son promoteur, cumulée pendant des décennies, d'abord comme employé et cadre de haut niveau à l'UCAO, et finalement comme producteur privé, est le gage d'un produit final de haut standing. C'est la ceinture automatique. Après avoir conditionné, on passe à scellé. Donc ça peut mettre au moins 2 ans avant d'être périmé. Et tu dis que si la différence provient du torréfacteur qui est de marque allemande. Vous savez qu'en matière de café, les Allemands sont les plus grands, notamment à Hambourg et Bremen où j'ai été. Les meilleurs torréfacteurs du monde se trouvent en Allemagne. La différence donc vient du choix également du grain de café vert qui est de qualité supérieure, également du taux d'humidité du café vert qui doit être au maximum de 12%. La différence vient du torréfacteur principal, c'est-à-dire que celui qui torréfie, qui est un alchimiste à la fois en termes de degré de torréfaction, du temps de torréfaction que du mélange adéquat. C'est l'ensemble de ces facteurs, la machine et le torréfacteur, qui font que le café Cristal est l'un des meilleurs cafés du monde. D'ailleurs, le café gourmet. Ça, c'est l'image du Togo. La présidence du Togo avait accueilli tous les torréfacteurs africains. Et c'est là j'ai eu le premier prix de torréfacteur, meilleur torréfacteur africain au Togo. La fidélité des consommateurs va de soi. Il faut dire que pour certains, les vertus du café Cristal font désormais partie de leur quotidien. Le café non seulement est un très bon antioxydant, bon pour le cœur,
il est bon pour les mémoires cognitives. Et ils aident beaucoup pour les maladies comme le diabète de type 2. Très bon pour la mémoire, ça veut dire que les maladies comme les Alzheimer, il essaye de vous mettre un peu à l'abri. Il est non seulement très bon, parce que Café Cristal, vous l'avez dit, ça fait plus de 15 ans que je viens ici. Je viens ici, je consomme ce Café Cristal, ça fait plus de 15 ans aujourd'hui. Bon, si aujourd'hui j'ai un cœur en très bonne santé, puisque quand je vais au sport, je sais que j'ai un cœur en bonne santé, plus chaque fois que je fais un électrocardiogramme, mon médecin me dit non, ton cœur lui il est en très bonne santé. Bon, je tiens les coups de fatigue, je tiens les coups de stress et je pense que c'est dû à mon café, à mon apport en caféine chaque jour. On peut dire que vraiment ça fait du bien. Le projet Café Cristal a pour ambition de s'étendre dans les 10 régions du pays. Des points de dégustation sont annoncés très prochainement dans d'autres grandes métropoles du pays, Douala notamment. L'autre ambition est évidemment de promouvoir la consommation locale avec des effets certains sur la santé et le bien-être des populations. C'est une histoire de passion qui, sous nos yeux, s'écrit depuis plus de 17 ans. Une histoire qui a survécu aux obstacles de toutes sortes. Des résistances dans certains États de la zone Afrique centrale, résistance des agents aux frontières habitués à un style de fonctionnement désormais aux antipodes de la volonté politique des dirigeants africains. Le Covid-19 l'a fait vaciller un peu, mais la fautraque, puisqu'il s'agit d'elle, elle reste debout, bien posée sur ses deux pieds. Il y a eu récemment une édition spéciale dans la ville de Bolova, mais avant, c'était en BAM. La 17e édition se tient à Yaoundé, capitale du Cameroun. Pourquoi Yaoundé? Après, qui aussi Ebebien, Bitam, et Bolova et même en BAM. Tout simplement, on a 17 ans d'activisme et il est temps, après avoir mené le plaidoyer ou fait le plaidoyer sur la libre circulation des personnes, obtenu des décisions et des actes des chefs d'État, il est donc question d'avancer, d'évoluer. Au-delà des frontières, on a dit, alors il faut sensibiliser plus les autorités, sensibiliser plus de citoyens de la communauté parce que nous migrons vers la ZLECAf. Alors il faut rendre, j'ai parlé d'accessibilité, faire toucher du doigt aux citoyens de la communauté sur les questions de l'intégration régionale, les questions de paix, de sécurité et y compris du développement intégré. Puisque il faut en fait mobiliser le plus grand nombre sur ces questions afin qu'on puisse conjuguer les efforts beaucoup plus, société civile, secteur privé, gouvernants, dirigeants de notre continent, afin que vivre cette intégration dont on parle. Et cette intégration, nous parlerons d'échanges, de faciliter les échanges. Nous parlerons de travailler en commun. Nous parlerons de coopération, la coopération transfrontalière. Nous parlerons d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat jeune, l'entrepreneuriat femme. Jeune parce que c'est l'avenir, femme parce qu'elles encadrent et éduquent mieux les enfants, les jeunes. Voilà donc il est question pour nous, pas de pousser les cris du départ face aux entraves et aux obstacles liés à la libre circulation, mais de dire avançons. Et ravi d'avoir vu que du côté du Congo, en marge des assemblées annuelles de la BAD, le président congolais, qui est d'ailleurs ou par ailleurs le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, a reçu notre correspondance. Nous nous sommes dit waouh, peut-être. Il a écouté le cri des femmes
le cri des citoyens de la communauté qui disent oui, pendant la mandature du très honorable président Pierre Moussa à la CEMAC, avec qui nous avons travaillé, nous avons pu obtenir des décisions à la fin des actes sur la libre circulation des personnes et des biens. Pourquoi est-ce que le Congo ne lancerait pas le premier pas, ne ferait pas le premier pas vers cette suppression des visas tant attendue, vu que déjà nous avons beaucoup de chagrin à voir les pays frères et voisins, Congo, RDC, ne pas se fréquenter, on pourrait le dire comme ça. Il est donc question pour nous de dire aux Africains, l'heure est venue de nous retrouver, d'échanger, comme à l'époque antique, le commerce, le tourisme, la culture, de quoi les innovations d'ailleurs, parce que pour échanger, il faut bien se retrouver. Yaoundé est donc la première plaque tournante en Afrique centrale qui recevra la FOTRAC, en fait, en termes de capital politique. Vous comprenez donc que tout a été bien calculé. L'enfant a 17 ans, il va à l'université. L'objectif de la foire transfrontalière des États de l'Afrique centrale, on pourrait dire de l'Afrique tout court, les participants venant de plus en plus loin, est d'œuvrer à l'ouverture des frontières pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. L'événement a lieu dans la zone des 3 frontières, qui est aussi au Cameroun et Bébéjine en Guinée équatoriale et Bitam au Gabon. Les participants, malgré quelques difficultés liées au voyage, pour la plupart ne boudent pas le plaisir de prendre part à ce rendez-vous annuel. Le voyage a été long parce que un jour de 5 heures, nous sommes arrivés ici aux environs de 16 heures. C'est long. C'est vrai qu'en route, nous faisions des pauses un peu pour souffler, mais vraiment c'est long. C'est un long voyage. Fatigué, on est... 5 heures à Libreville? Oui, on est quitté à 5 heures du matin. Mais c'est pas si long que ça quand même. Mais en voiture, vu l'état quand même des routes, hein, ça a pris plus d'heures que prévu. Voilà. Mais ça a été une belle aventure de découvrir la beauté de la forêt gabonaise, de Libreville jusqu'au Cameroun. Vraiment, on était émerveillés. C'est vrai que c'était long, mais on était heureux de faire cette expérience-là, de voyager en voiture comme ça. Lorsque nous sommes arrivés à Kiossi, du côté Gabon, nous sommes restés au poste de contrôle où il fallait présenter l'ordre de mission et ensuite le laisser passer. Nous sommes rentrés, arrivés là à la frontière, après le pont, Cameroun. Là encore, il fallait qu'on présente nos documents. Vous savez, c'est pas toujours facile, c'est 2 pays différents, vous revenez de toutes les questions possibles. C'est normal, hein? Ils font leur travail et c'est bien. Hein? Le plus important, c'est d'être en règle avec la documentation de l'immigration et même des autorités compétentes, hein, pour rentrer dans un pays frontalier. C'est vrai que nous avons traîné un peu là, surtout au niveau avec la fatigue, mais bien heureusement, nous avions la présence du directeur provincial du commerce qui était avec nous et qui était vraiment le facilitateur. Un événement qui attire année après année des personnalités du monde de la diplomatie, du commerce et de la culture. Des personnalités convaincues par le bien fondé de la FOTRAC et qui n'hésitent pas un seul instant à mouiller le maillot pour donner tout son éclat à ce grand moment de partage et de communion. Et donc je suis là parce que je pensais que les questions d'intégration concernent aussi la culture. Vous savez, la seule chose qui fédère les gens, c'est le sport et la culture. Et nous savons que dans à ces frontières, dans tous ces pays, il y a d'énormes richesses culturelles qui ne demandent qu'à être exploitées pour pouvoir mettre les Africains ensemble et que la foire soit une plateforme où le monde entier puisse voir ce que l'Afrique
est capable de faire en matière de culture, parce que la culture est le miroir d'un peuple. Nous ne pouvons pas nous vendre si nous n'avons pas un miroir par lequel nous pouvons nous-mêmes nous regarder les uns les autres et permettre au monde de nous regarder. La foire transfrontalière des États de l'Afrique centrale est l'occasion en général de faire de belles rencontres. On le dit et on le répète. Ici, à Ebé-Beyin, Guinée équatoriale, moment de récréation, moment d'échange. Les forains viennent à la rencontre du gouverneur de la région du Kientem. En attendant, ils ont le droit de faire une petite visite guidée de la ville. La nuit tombée, le centre commercial de Ebé-Beyin accueille ce beau monde dans la bonne humeur. Yo soy de aquí, yo trabajo aquí, soy el director de marketing del Centro Comercial Champion. Aquí tenemos una delegación de África Central, entre los 6 países. Tal como ustedes podéis ver, estamos aquí atendiendo a esta gente, espero bien, y muchas gracias. Je suis ici à Ebé-Beyin à l'invitation du gouverneur parce qu'il était exposant à la foire transafricaine, transfrontalière Gabon, Cameroun et la Guinée équatoriale. Actuellement, là, je me retrouve au centre commercial d'Ebé-Beyin en train de faire mes achats et je retournerai au Cameroun le mercredi 30 juillet. Le gouverneur de la région du Kientem, lui aussi, convaincu de la place que la FOTRAC a dans le processus de la promotion du vivre ensemble, n'hésite pas à s'impliquer personnellement pour le rayonnement de cette activité. La dernière édition lui permettait récemment d'ouvrir les portes de sa résidence à l'ensemble des participants. Nous pensons que la culture est le miroir des peuples et qu'elle peut être un socle pour mettre nos peuples ensemble, les réunifier autour d'un idéal, autour de nos us et coutumes. Au vu de tout ce que nous avons vu comme richesse, cela nous pousse à conclure Esto nos empuja a concluir que nous devons nous pencher davantage que debemos intentar ver con
sur l'intégration culturelle sous-régionale. Integración cultural y subregional. Pour en faire un levier important. Para que esto sea algo de gran envergadura. Pour la promotion. Por la promoción des femmes. De las mujeres. Et de cette plateforme. De esta plataforma. Le grand rendez-vous de la foire transfrontalière des États de l'Afrique centrale, cette année encore, connaîtra des participations de nombreux pays avec des activités aux standards sinon plus élevés que lors des éditions précédentes. Le comité d'organisation se veut optimiste quant à la qualité des articulations au programme. Vous avez vu l'engouement des femmes, y compris des pays qu'on disait réfractaires à la libre circulation des personnes. Bien, je vais citer la Guinée équatoriale. Nous vous rassurons déjà d'une présence massive des femmes de la sous-région, pas seulement de la zone CEMAC, mais de l'Afrique de l'Ouest, de la CEAC, le Burundi par exemple, qui n'a participé qu'une seule fois. On aura des efforts menés par certaines. La masse a besoin de se mouvoir, mais les moyens, il n'y a pas là en fait. Et d'où vous allez voir le jeu tourisme, l'aspect touristique relevé dans cette activité. Auparavant, on allait, en tout cas, nous partions toujours et nous partirons toujours d'une frontière à une autre parce que la découverte est l'essentiel. On dit un jeune qui a parcouru 100 pays est presque l'égal d'un vieux qui a vécu 100 ans. Alors, du côté de Yaoundé, nous allons visiter des sites touristiques, nous allons visiter les marchés, nous allons visiter les zones environnantes, ne serait-ce que dans la région du centre. Mais il faut noter déjà que celle qui part de Dakar pour Yaoundé est la vue du pays. Celle qui part de Moundou, de N'Djamena, de Bambari, de Brazzaville, de Kinshasa par voie routière, vous voyez le paysage, vous voyez un peu la découverte, vous voyez des fois un peu de peine, mais le plaisir, puisqu'on revient, il y a un plaisir à vivre cette difficulté même que rencontrer le long des voies, souvent sous des voies pas praticables. Mais alors, je pense que ça reste excitant et nous allons continuer à mettre en exergue cet aspect qui n'est que tourisme, loisir, plaisir pour le bien-être de nos participants, des visiteurs, parce qu'il est question non seulement d'inviter des personnes qui viendront exposer, qui viendront pour les conférences, débats, ateliers, dont les experts ou bien toute autre personne qui a besoin d'être briefée sur tout ce qu'on a entrepris déjà au niveau de la CEMAC, de la CEAC, de l'Union africaine avec la ZECAF, dont je suis quand même délégué pour le Cameroun, pour le protocole femmes et jeunes dans le commerce. Donc, il est question pour nous d'ouvrir les portes du Cameroun, mais aussi de l'Afrique centrale. Le cœur de l'Afrique centrale, l'Afrique en miniature, ouvre donc grand ses portes au monde entier à l'occasion de cette édition du 7 de la FOTRAC, avec pour ambition d'offrir un événement de très haut niveau aux visiteurs nombreux attendus pour la circonstance.